Bienvenue dans ce nouveau décryptage historique. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant et vraiment méconnu, le grand écart, ou plutôt le gouffre absolu, entre le statut juridique officiel du Togo et ce qui s'est réellement passé sur le terrain pendant des décennies. C'est l'histoire incroyable d'un droit international qui a surtout servi de paravent bien pratique pour masquer des ambitions impériales très concrètes. On va décortiquer tout ça ensemble. Ce qui nous amène à la question centrale de cette analyse, le grand paradoxe. Le Togo fut-il vraiment colonisé? Imaginez un territoire qui, sur le papier des grands traités, n'a jamais eu le statut légal de colonie pure et simple, mais qui, dans les faits, a fonctionné exactement comme tel. C'est une subtilité juridique qui change absolument toute la donne. Bon, plongeons directement dans le jargon, mais vous allez voir, c'est essentiel. Historiquement, le Togo a eu des étiquettes très spécifiques. D'abord un protectorat, ensuite un mandat de la Société des Nations, puis un territoire sous tutelle de l'Union. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, selon le droit international, les puissances européennes n'étaient pas les propriétaires absolus de la terre. Non, elles étaient censées être de simples tuteurs, chargés d'accompagner le territoire, et c'est justement cette gigantesque faille juridique qui va littéralement façonner toute l'histoire de la nation togolaise. Pour comprendre comment on en est arrivé là, on va suivre un parcours en 5 étapes. On verra d'abord le mythe du protectorat, puis la soi-disant colonie modèle allemande, le démantèlement franco-britannique, le levier de l'ONU, et pour finir, la conquête de l'indépendance. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le mythe du protectorat. Pour bien cerner ce mythe, il faut faire un bond dans le temps, à la fin du 19e siècle, en pleine course à l'Afrique. Et là, accrochez-vous, parce que l'identité juridique du Togo a changé à une vitesse stupéfiante. En gros, en seulement 60 ans, on passe de l'influence de l'Empire allemand en 1884 à une occupation militaire brute en 1914, puis à un système de mandat en 1919, pour finir comme territoire sous tutelle de l'ONU en 1946. Une instabilité institutionnelle presque sans précédent. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que l'histoire commence presque par hasard. Le 5 juillet 1884, un commissaire impérial allemand, le docteur Gustave Nachtigal, signe un traité avec le roi Mlapa III de Togoville. Mais attention, il n'y a pas de grand plan machiavélique élaboré à Berlin. Pas du tout. L'objectif était hyper pragmatique. Il fallait juste sécuriser le marché très lucratif de l'huile de palme pour quelques marchands de Brême et de Hambourg avant que les Britanniques ne mettent la main dessus. Bref, un empire fondé sur du pur business. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la colonie modèle allemande. C'est là que l'hypocrisie de ce qu'on appelait la Musterkolonie, la fameuse colonie modèle, saute aux yeux. En théorie, c'était la vitrine parfaite, des budgets bien équilibrés, un port tout neuf à Lomé et 440 km de voies ferrées flambant neuves pour exporter le cacao. Génial, non? Sauf que, derrière cette belle façade, la réalité était d'une brutalité sans nom. Les méthodes pour arriver à ces résultats étaient impitoyables. On parle de travail forcé massif, du tristement célèbre supplice des 25 coups de fouet et d'une répression extrêmement sanglante contre les peuples Kabyé et Konkomba à la fin des années 1890. Et si on regarde les chiffres du budget allemand de 1914, franchement, ils parlent d'eux-mêmes. Ils confirment parfaitement cette logique d'extraction pure et dure. Tenez-vous bien, 40% du budget global était alloué à l'économie et aux infrastructures d'exportation. Et pour les affaires sociales, comme la santé ou l'éducation, un minuscule petit 7%. L'objectif, c'était la rentabilité maximale pour la métropole. On est vraiment à des années-lumière de la belle mission de tutorat vendue sur le papier. Mais soudain, coup de théâtre, cette belle machine commerciale s'effondre presque du jour au lendemain. En août 1914, quand la Première Guerre mondiale éclate, l'administration allemande est complètement prise de court. Les responsables se réfugient à Kamina, finissent par s'aborder eux-mêmes leur propre station radiostratégique et signent une reddition inconditionnelle le 26 août. Fait historique incroyable, le Togo devient ainsi le tout premier territoire colonial allemand à capituler. On passe donc à notre troisième chapitre, le démantèlement franco-britannique. Après la guerre, les vainqueurs sortent la carte et la redessinent, avec des conséquences désastreuses. Ils optent pour un partage complètement inéquitable du pays. 1/3 du territoire à l'ouest est donné aux Britanniques et les 2/3 à l'est reviennent à la France. Cet acte administratif, décidé froidement sur un coin de table, a littéralement fracturé le peuple Ewe. Des familles entières se sont retrouvées séparées par une frontière, soumises du jour au lendemain à 2 systèmes judiciaires et 2 philosophies coloniales totalement opposées. Et ça, c'est le drame absolu des frontières artificielles. Les grands accords diplomatiques, signés tranquillement dans les salons feutrés de Londres ou de Versailles, n'ont eu strictement aucune considération pour les réalités humaines et ethnographiques sur le terrain. Des communautés entières, des réseaux commerciaux vieux de plusieurs siècles, ont été purement et simplement coupés en deux. Et nous voici à notre 4e partie, le levier de l'ONU.
C'est à partir de là que l'histoire prend vraiment des airs de David contre Goliath. En 1946, le Togo passe sous la tutelle de la toute jeune ONU. Et là, un leader, Sylvanus Olympio, va réaliser un véritable coup de génie. En 1947, il devient le tout premier représentant d'un territoire sous tutelle à aller déposer une pétition directement à New York, aux Nations Unies. Il va utiliser intelligemment cette fameuse faille juridique dont on parlait au début, cet espace international, pour dénoncer le sort des Ewe. Et ça marche. Ça va créer une pression diplomatique internationale énorme sur l'administration française, qui de son côté était terrifiée à l'idée d'une contagion indépendantiste. Sur le terrain, cependant, les deux côtés du Togo séparés vont connaître des destins radicalement différents. En 1956, le côté britannique vote pour son intégration à la Côte de l'Or, ce qui deviendra le Ghana indépendant. C'est la fin du grand rêve de réunification du peuple Ewe. Mais de l'autre côté, le Togo, sous administration française, s'engage dans un bras de fer politique acharné. Pour eux, il est hors de question d'accepter une vague autonomie au sein de l'Union française. L'objectif, c'est la souveraineté totale. Point barre. Ce qui nous mène directement à la conclusion de ce long combat, notre 5e partie, la conquête de l'indépendance. Ce moment est l'aboutissement triomphal de toute une résistance politique. Les Nations Unies ont refusé la petite autonomie de façade que proposait la France et ont exigé de nouvelles élections libres. Le résultat, le 27 avril 1958, le Comité de l'unité togolaise écrase littéralement les candidats soutenus par l'administration coloniale. La population avait, par la seule force des urnes, forcé la porte du destin. Cette mobilisation populaire impressionnante a fini par rendre l'inévitable réalité. Le 27 avril 1960, la tutelle est définitivement levée. Le Togo devient enfin un État pleinement indépendant aux yeux du monde, mettant un point final à des décennies de statuts juridiques volontairement flous et hypocrites. Alors, pour conclure notre décryptage, repensons à cette question vertigineuse posée au tout début. Le Togo fut-il vraiment colonisé ? Ce parcours hallucinant montre comment le peuple togolais a finalement réussi à retourner le droit international contre ceux qui l'avaient imposé, pour en faire sa propre arme d'émancipation. Sur le plan purement juridique, les textes disaient non, il n'y avait pas de colonie, mais dans les faits, la violence, l'exploitation et la domination racontent l'histoire d'une vraie colonisation. Et c'est justement en comprenant ce décalage incroyable qu'on saisit toutes les sens, la force et la résilience de l'histoire moderne du Togo.